pour faire pression sur la négociation ou pour satisfaire les exigences de leurs partenaires privilégiés. Diplomatiquement, c'est l'occasion rêvée pour la Grande-Bretagne de jouer un rôle tampon entre les USA et l'Europe. Lors de la négociation finale, John Prescott est allé jusqu'à escamoter le président luxembourgeois de l'Union européenne. Il l'a envoyé se coucher et il s'est arrogé le droit de modifier de façon unilatérale la position européenne dans la négociation. Ce qui fait historique, qui ne s'était jamais vu, a entraîné une riposte coordonnée de la ministre allemande, de la ministre néerlandaise et de moi-même. Donc, normalement, dans la négociation, c'était le président de l'Union qui parlait pour tous les 15. Et nous avons été obligés de dire non, ça n'est pas ça la position européenne, face à un John Prescott qui est absolument furieux. Les Anglais sont sur la touche. 13 décembre, dernier jour, les négociations se poursuivent très tard dans la nuit. Au dernier moment, l'Europe cède aux Américains sur les marchés d'émissions. On n'a pas d'autre façon de procéder que l'unanimité. Ça se passe finalement en prenant en compte les exigences de chacune des délégations sur un point particulier, ce qui nuit à la cohérence de l'ensemble. Et on finit, après des jours et des nuits de négociations, par considérer que chacun a, sinon satisfaction sur ce qui est essentiel pour lui, du moins le prétexte qui lui permet de revenir devant son gouvernement en disant « j'ai au moins eu ça ». Alors, dans la pratique, il y a 80% de mécontents. Le protocole de Kyoto comporte 3 points essentiels. D'abord, les pays développés devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne d'ici 2012. Deuxièmement, un marché d'émissions sera mis en place avec les pays en développement, comme le souhaitaient les Américains. Et enfin, les pays développés pourront augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre en échange de l'installation d'usines non polluantes dans les pays en développement. Avec ce compromis, ni l'Inde ni la Chine n'ont d'obligation avant 2012. Pourtant, à l'avenir, ce seront les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Mais le plus important, c'est que Kyoto n'est qu'un accord de principe. On s'est fixé des objectifs, reste à définir les moyens pour les mettre en œuvre. C'est précisément pour cela que la communauté internationale se retrouve à La Haye 3 ans plus tard. Entre l'Europe et les États-Unis, les hostilités reprennent. À La Haye, on entre dans le dur, dans le douloureux de la mise en œuvre du protocole de Kyoto, puisqu'il s'agit pour chaque État de dire comment il va utiliser les 3 outils prévus par le protocole de Kyoto et comment il va répartir son effort pour respecter vraiment son engagement. Alors, on assiste finalement à une sorte de débandade, puisque beaucoup d'États, à travers le monde, tirent prétexte de l'ouverture de la négociation pour tenter de remettre en cause leurs engagements. En plus du désaccord Europe-États-Unis, Britanniques, Allemands, Français ne sont pas d'accord sur les objectifs de La Haye. Situation délicate pour la France qui assume la présidence européenne. En chaque fois, la France, dans ces cas-là, a essayé de jouer un rôle centriste, positif, je dirais à la limite. Les Français n'ont pas été à l'écoute de leurs partenaires européens, et en particulier du Royaume-Uni. Mais je crois aussi que c'était tendu avec l'Allemagne, avec l'Italie, bref, ça partait un peu dans tous les sens. Mais je crois que présider une coalition comme l'Union européenne n'est vraiment pas facile. Je ne veux pas dire que les Français n'en sont pas capables, mais c'était compliqué pour eux. Face à la détermination américaine, les Européens cachent mal leurs divergences. Plus que jamais, John Prescott, le Britannique, joue le jeu des Américains. Entre Anglais et Français, la tension monte. Il faut savoir qui est John Prescott. C'est un représentant du Old Labour, carré, avec un accent populaire qu'il entretient à dessein, et avec une brutalité physique qui montre l'homme habitué, rompu aux négociations syndicales et aux rapports de force,
plutôt que le fin analyste. L'Anglais Prescott était vice-premier ministre. Il avait beaucoup plus de pouvoir que les autres chefs de délégation. Il avait une analyse beaucoup plus pertinente des dossiers. Il savait ce qu'il était prêt à payer et était très conscient des coûts de l'application du protocole. D'après ce que j'ai pu voir des Français et des Allemands, je crois que ni Trittin ni Voynet n'avaient une idée très claire des implications économiques de cet accord. Pas étonnant dans ces conditions que l'unité européenne implose. Le Royaume-Uni continue à être extrêmement sensible aux préoccupations américaines, qui conduisent alors sous prétexte du vote du Congrès et de la proximité des élections, à remettre en cause les engagements de Kyoto. Et puis l'Allemagne, en raison sans doute de la personnalité de son ministre de l'Environnement, qui ambitionne de jouer un rôle majeur dans la négociation et qui de ce fait joue un peu cavalier seul, il faut bien le reconnaître. Ce qu'on ignore, c'est qu'entre Dominique Voynet et le ministre allemand Trittin, les relations aussi sont tendues. Derrière les sourires de circonstance, le courant passe mal, même si pour la presse, chacun s'efforce de faire bonne figure. Jürgen Trittin, ministre de l'Environnement. Pour moi, ça a toujours été très important de coopérer avec la France et tout particulièrement avec Madame Voynet. Je considère qu'elle a toujours été un des ministres de l'Environnement les plus ambitieux d'Europe. En vérité, dans les coulisses, c'est la débâcle. Trittin a été très dur, de fait, n'acceptant pratiquement aucune proposition de compromis, y compris celle présentée ou suggérée. Tout ceci à des niveaux d'officialité très différents. Mais chaque fois que la France a voulu essayer de mettre des éléments de compromis, y compris parfois en rapport avec la délégation allemande, certains membres, très vite, c'était bloqué. À Kyoto, on a admis que les pays riches pourraient augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre en installant en échange des usines non polluantes dans les pays en développement. Or, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Doit-il alors être pris en compte ? À La Haye, c'est tout l'enjeu de la bataille entre la France et l'Allemagne. L'énergie nucléaire va avoir des répercussions sur plusieurs générations. Non seulement sur celles de nos enfants, mais aussi sur toutes les autres générations. Et cela pour plus de 10 000 ans. Ce n'est pas une énergie d'avenir. Et il n'y a que l'industrie française qui y trouve un intérêt. Oui, mais voilà, pour les Français, l'exportation du nucléaire dans les pays en développement représente des marchés de plusieurs milliards d'euros. Dominique Voynet a des consignes très strictes de son gouvernement. Le lobby nucléaire en France, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que le nucléaire est fort bien défendu par le Quai d'Orsay. Donc à chaque étape de la négociation, figurait un représentant du ministère des Affaires étrangères qui n'était là que pour veiller à ce que les intérêts de l'industrie française et du nucléaire soient pris en compte. Et je peux dire que je me suis sentie surveillée comme une petite fille à de nombreuses reprises, avec le fonctionnaire téléphonant régulièrement pour rendre compte de mes ambiguïtés ou de mes silences ou de la tiédeur avec laquelle je défendais la position française. C'est assez insupportable, il faut le dire. Pour sortir de ce piège, Dominique Voynet monte alors un stratagème quelques jours plus tard lors d'une réunion interministérielle à Bruxelles. Elle révèle pour la première fois comment elle a manipulé son gouvernement. Au moment où nous définissions les technologies qui pourraient être utilisées dans le cadre du mécanisme de développement propre, j'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste
la France. Être isolé en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'était dû.